L'actualité comme un écho permanent au lendemain de l'attentat de Londres qui a fait 3 morts. Voilà que les regards se déportent vers Anvers. Au volant de sa voiture en fin de matinée, un homme a été remarqué roulant à grande vitesse dans l'une des artères principales de cette ville de Belgique. Des piétons ont sauté sur les côtés pour éviter ce véhicule. Après une rapide course-poursuite, l'homme a été interpellé. Il s'appelle Mohamed R. Il est né en 1977. Il vit en France. Il serait français dans sa voiture. La police belge a retrouvé des armes blanches, ce qu'elle appelle un riot gun, et un bidon contenant un produit non identifié. Le parquet fédéral a été saisi. Je vous propose d'écouter un policier d'Anvers sur cette affaire. Alors, on va l'écouter dans un instant. Om 11 uur deze voormiddag reed een voertuig Le véhicule est arrivé à grande vitesse sur la route de mer. voetgangers moesten opzij springen. Onze collega's van Defensie Les hebben dit passants ont donc dû voertuig se jeter onmiddellijk sur le côté opgemerkt pour éviter le en véhicule. getracht te doen stoppen. Nos collègues de la Défense Het l'ont voertuig immédiatement ontrok repéré et ils zich l'ont echter sommé de aan deze s'arrêter. controle en reed voorbij het rode verkeerslicht aan de Meerbrug. Il a in refusé, de a richting grillé un feu van de rouge, Kaaien. direction le pont de De mer. collega's van Defensie hebben via de rechtstreekse lijn de Les radiokamer collègues de la van Défense onze ont prévenu politie directement la verwittigd. police. Très vite, une Meteen équipe is a een été snel envoyée sur responsteam place pour aangestuurd l'intercepter. en ter hoogte van de Sint-Michielskaai zijn het voertuig en de bestuurder onderschept. De verdachte, Le suspect est een man d'origine van d'Afrique du Nord. Noord-Afrikaanse Il a herkomst, is directement été onmiddellijk arrêté. gearresteerd. Na contactname met de verschillende La diensten police fédérale a heeft de maintenant federale repris l'enquête gerechtelijke en main. politie het onderzoek overgenomen. Op dit moment hebben we de La waakzaamheid in sécurité a été Antwerpen renforcée à verhoogd. Anvers, dans les Dat lieux wil zeggen fortement dat fréquentés. er op Il y a plaatsen waar d'autres veel volk endroits samenkomt spécifiques. of andere bijzondere plaatsen extra politietoezicht georganiseerd wordt of reeds Des hebben. équipes plus nombreuses Defensie et heeft plus ook extra visibles sont sur personeel place. voor Antwerpen vrijgemaakt en zullen ook vandaag dan extra zichtbaar in het straat zijn. Voilà pour les faits présentés par la police d'Anvers. Nous sommes avec Quentin Warlop en direct de Belgique, journaliste à la RTBF. Quentin Warlop, vous avez des précisions sur l'individu en question qui a été arrêté ? Oui, tout à fait. Donc, il s'appelle bien Mohamed R. Il est né donc en 1977 en France. Il a donc 39 ans et cet homme, d'après nos informations, était sous l'emprise de la boisson et dans un état tel actuel qu'il n'a toujours pas pu être interrogé par les enquêteurs. Il n'est pas fiché S, mais est connu en France pour des délits mineurs. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qui est certain, c'est que les militaires ont, vous l'avez entendu, tenté de l'arrêter, mais le conducteur portait une tenue de camouflage. Il a pris ensuite la fuite et puis a été arrêté. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son coffre, des armes blanches, un riot gun, un bidon. Le profil de l'intéressé est bien évidemment passé au crible par les autorités. Pourquoi un Français domicilié en France vient en Flandre, à Anvers, dans le nord du pays? Voilà, c'est la question qui est posée actuellement. D'après nos informations, ce véhicule était en fait une Citroën Break rouge. Le véhicule a été inspecté sur place. Il a été emporté vers 15h, emmené pour inspection. Voilà ce qu'on peut dire ici en Belgique. Merci Quentin. Quentin, encore une question tout de même. Tout cela intervient au lendemain, bien sûr, de l'attentat de Londres, des commémorations de Bruxelles, et on imagine que ça a créé une très très vive tension en Belgique, à Anvers en particulier, mais dans le pays en général. Oui, tout à fait. La Belgique est toujours au niveau 3 de menace terroriste sur une échelle de 4. Ça veut dire que la menace, elle est toujours ici, considérée comme possible et vraisemblable. Ce n'est pas un niveau normal. Ça signifie donc que même un an après les attentats du 22 mars 2016, eh bien, la pression reste forte sur les services de sécurité, la vigilance renforcée pour éviter d'autres attentats. Je vous rappelle que plus de 400 Belges ont rejoint les rangs de l'organisation terroriste État islamique en Syrie et en Irak, ce qui fait de la Belgique, proportionnellement à sa population, l'un des plus gros pourvoyeurs de djihadistes dans ces pays. La surveillance des jeunes gens radicalisés s'est fortement accrue, c'est vrai. Au cours de l'année dernière, seuls 5 Belges ont été repérés l'an dernier alors qu'ils tentaient de partir en Syrie. Un seul y est parvenu, ce qui dénote un fort contraste par rapport aux années précédentes ici en Belgique. Merci beaucoup Quentin Warlop en direct donc de Belgique pour ces toutes dernières précisions. Nous sommes avec Shems Akrouf, expert en renseignement, directeur au pôle intelligence stratégique chez Sentinelle. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vincent Hervouet et Alexandra Guillet sont également en notre compagnie. Alexandra, vous confirmez, inconnu des services français, cet individu, Mohamed R.
Effectivement, d'après les informations qui commencent à remonter, mais il faut bien sûr laisser aussi un peu le temps à l'enquête et consolider ces informations, mais il ne serait pas recensé au connu des services de renseignement français. Il serait connu en revanche pour des faits de délinquance, de droit commun. Comme on dit, ce qui est sûr également, c'est que lors de son arrestation, il était effectivement sous l'emprise de l'alcool et outre des armes blanches, un riot gun et un bidon contenant un produit encore indéterminé retrouvé dans son véhicule, il y aurait également des matières stupéfiantes qui auraient été retrouvées dans le coffre de son véhicule. C'est les informations que l'on a pour l'instant sur cet individu, donc Mohamed R, âgé de 39 ans et dont on nous dit qu'il est de nationalité française, mais française ou tunisienne selon nos informations. Pour l'instant, il y a des informations à éclaircir à ce niveau-là quant à sa nationalité exacte. Quant à Warlock, il nous disait qu'il n'avait pas pu être entendu à l'heure où on parle, étant donné de son état d'alcoolémie, semble-t-il. Chem Sakrouf, est-ce que ça nous fait pas un peu penser à ce qui s'est passé à Orly, élément de comparaison en tout cas sur cet alcool consommé, de la drogue peut-être aussi, en tout cas à Orly c'était le cas? Tout à fait, c'est une très bonne analyse. Le fait que l'individu ne soit pas en état de commettre un attentat, donc il faut prendre en compte la dimension londonienne qui vient peut-être peser en termes d'arbitrage et d'analyse sur le profil de l'individu. L'enquête est en cours, mais effectivement, envoyer quelqu'un commandité par l'État islamique potentiellement dans un état d'ivresse sous drogue qui n'arrive même pas à blesser quelqu'un, oui effectivement, il faut peut-être nuancer la réalité de son potentiel pouvoir de mener une action terroriste. Il faut peut-être regarder si c'est pas quelqu'un qui est sujet à des troubles mentaux ou qui, à travers une colère liée à des raisons personnelles, ait pu avoir envie de faire quelque chose, mais qui n'était même pas en état de conduire. Donc, dans une logique un peu de mimétisme par tout rapport à Londres. Tout à fait. Vincent. Vous avez un soifard qui visiblement est connu des services de police en France, pas de l'antiterrorisme. Pour des délits mineurs, nous dit-on. Qui se déguise en paramilitaire avec une vague veste kaki et qui fonce dans le tas et qui arrive à peine à conduire son véhicule et se fait choper sur le parking. Alors, évidemment, on pense à un terrorisme d'imitation. On se dit c'est quand même de drôles de guerriers, de drôles de combattants, de drôles de soldats du califat. Les gens qui ont un coup dans le nez à ce point et... Mais bon, on verra si ce franco-tunisien, habitant à Lens ou pas d'ailleurs, était réellement armé d'un fusil à pompe ou s'il avait simplement des armes factices. On verra bien. On se demandait pourquoi il avait été si facilement intercepté, mais on a la réponse en tout cas. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a une forme de surenchère dans le spectacle terroriste. Aujourd'hui, on a eu Theresa May et hier, vous y avez cet attentat en Grande-Bretagne. Et on a à peine eu le temps d'écouter et de digérer ce que disent les Britanniques. On ne sait toujours pas comment s'appelait le terroriste de Londres. Et on est déjà parti à l'autre bout de l'Europe et on trouve tout de suite une raison. C'est en Belgique, à Anvers, il y a une communauté maghrébine, il y a des juifs, et puis c'est un an après, etc. Je veux dire, c'est la porte ouverte à tous les délires. Mais je crois que ça nous est, à nous, c'est une question qui se pose à nous, mais qui se pose aussi à ces gens. Visiblement, quand vous avez un coup dans le nez, que vous avez abusé de la fumette, vous prenez votre volant et vous avez envie de faire un carnage. Vous en êtes incapable, d'ailleurs, heureusement, mais vous êtes dominé, vous vous abandonnez à une sorte de pulsion morbide, nihiliste, dont il ne faut pas sous-estimer. C'est intéressant parce que ça permet de prendre la juste mesure de la fascination que peut exercer le califat, la propagande djihadiste, toute cette espèce de biblioterie, de décor dans lequel on baigne depuis maintenant quelques années. James Sakrouf. Je rejoins cette analyse, effectivement. Il y a 3 types de catégories. Les travaux qui sont menés à la faculté de médecine de Lyon 1 ou à USC Californie avec les experts du comportement sur le volet de gens engagés sur le plan sécuritaire, entre guillemets les radicalisés. Vous avez le A. C'est un individu qui est formé, qui est convaincu par une idéologie salafiste terroriste, qui va mener son combat et dont le processus de donner la mort, et même la sienne, est induite. Vous avez le B, c'est quelqu'un qui a des troubles mentaux, que des gens, des manipulateurs, des recruteurs vont venir altérer, manipuler pour le faire passer à l'acte. Et vous avez le C, c'est l'individu qui a des problèmes personnels, qui a des troubles mentaux ou pas, et qui va lui-même signer son engagement en passant à l'acte, que ce soit bien fait ou mal fait, et qui va à peu près se donner une dimension héroïque en se faisant passer pour un soldat du califat qui, des fois, n'en est même pas un du tout. Donc il faut rester prudent sur le type de personnalité, et ça prend du temps. On va regarder s'il n'a pas un passif
psychiatrique, s'il a déjà fait parler de lui sur des menaces proférées. Donc effectivement, le temps des médias n'est pas celui de l'enquête. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que l'État islamique ne le revendiquera pas comme un de ses combattants. Non pas parce qu'il est médiocre et qu'il n'a pas réussi à écraser un seul vieillard ou un seul enfant dans sa course folle, mais parce qu'il n'est pas mort. L'État islamique revendique les combattants une fois qu'ils sont morts au bout de leur course, qu'ils ont été abattus par les forces de sécurité ou qu'ils soient allés, ils avaient sauté leur ceinture piégée. Et puis il va falloir attendre aussi un petit peu déjà d'entendre cet individu pour connaître quelles étaient ses réelles motivations, eu égard à l'état dans lequel ils l'ont intercepté. Et puis rappelons que le parquet fédéral belge a été saisi, mais il est bien précisé que c'était au vu des premiers éléments recueillis. Effectivement, il y a des armes qui sont dans ce coffre de voiture, des stupéfiants, et c'est aussi au regard de ce qui s'est passé la veille à Londres. Donc peut-être que le parquet a également surréagi en se saisissant automatiquement. Il faut encore autant, c'est le principe de précaution. Pour Orly, ça a été exactement la même chose. On a le même genre d'individu. L'attaque est violente. L'attaque peut être qualifiée de terroriste parce qu'elle terrorise, tout simplement. Déjà, ça ne veut pas dire que c'est du terrorisme islamiste. Il faut attendre que l'enquête se fasse et après, on verra si le parquet fédéral continue de qualifier cette attaque comme étant un attentat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Anvers. Donc, on y reviendra dans nos prochaines éditions et dans nos prochaines minutes, au fur et à mesure que les informations fiables nous parviendront. Tout autre dossier, donc, toute autre motivation que celle de Londres, semble-t-il, là encore. Il faudra affiner les choses. L'attentat de Londres, qui a fait 3 morts et une quarantaine de blessés. Theresa May a donné des détails sur le profil de l'individu qui était au volant de cette voiture. Cet individu qui a foncé volontairement sur plusieurs passants, qui a été abattu ensuite par la police. On va l'écouter, la première ministre britannique. C'était ce matin devant les parlementaires britanniques, puisque les travaux parlementaires ont repris moins de 24 heures après cette attaque. Theresa May. Cet assaillant a agi seul. La police n'a aucune raison de penser qu'il y a une autre attaque imminente contre le public. Son identité est connue des services de renseignement. Le moment venu, il sera révélé publiquement. Ce que je peux confirmer, c'est que l'homme est né en Grande-Bretagne. Il y a quelques années, il a fait l'objet d'une enquête du MI5 suite à des soupçons d'extrémisme. C'était un individu périphérique. Il n'était pas suivi de près par les renseignements. Et nous pensons que l'assaillant était inspiré par l'idéologie islamiste. L'État islamique qui a revendiqué cette attaque, donc un individu né en Grande-Bretagne, un temps surveillé par les services intérieurs, disparu des radars. Du déjà-vu, encore ? Oui, effectivement. Maintenant, le fait que l'État islamique revendique, encore une fois qu'il est mort, il est difficile de le vérifier. Donc c'est l'enquête qui va déterminer des liens téléphoniques, numériques, des liens humains. Donc ça prend du temps. Maintenant, on a une revendication. Donc on sait que cette action leur plaît. Peut-être qu'effectivement, il était en lien. Mais encore une fois, c'est le temps de l'enquête qui va déterminer, à travers ces liens avérés ou pas, avec une autre cellule peut-être, à Londres, ou avec tout simplement des gens avec qui il correspondait, sur des vecteurs non identifiés pour l'instant. Alors il y a Londres, mars 2017, 3 morts, décembre 2016, Berlin, 12 morts, juillet 2016, Nice, 86 morts, un même mode opératoire. Qu'est-ce qui a changé chez nous en France depuis Nice, Alexandra ? Alors depuis Nice, mais pas seulement depuis Nice, progressivement depuis janvier 2015, depuis l'attaque de Charlie Hebdo, la France a dû apprendre à vivre avec la menace permanente terroriste et elle s'est adaptée progressivement, déjà en décrétant l'état d'urgence avec toutes les mesures que cela implique, en mettant en place l'opération Sentinelle, ces 10 000 militaires qui sont là pour patrouiller partout en France, dont plus de la moitié pour l'Île-de-France, pour sécuriser tous les sites sensibles, les aéroports, les gares, les monuments et ainsi que les sites religieux. Il y a aussi tout ce schéma d'intervention des forces qui a été complètement remanié pour que désormais plus aucun point de France dans l'Hexagone ne soit distant de plus de 20 minutes d'une force d'élite, que ce soit le GIGN ou le RAID. On a aussi inversé la doctrine d'intervention. Avant, on gelait la Seine et
on attendait que ces forces arrivent. Désormais, priorité est faite aux primo-arrivants pour stopper l'agression quand elle accourt. Des formations sont faites et continuent d'être faites auprès de tous ces policiers et gendarmes pour qu'ils puissent être... Déjà, ils ont été rééquipés et progressivement, ça continue, et formés pour être en mesure justement de faire cesser le plus vite possible une agression. Il y a des recrutements également qui ont eu lieu, plus de 1100 sur 3 ans qui sont prévus dans le renseignement. Et on a également 3 lois, bien sûr. Tout l'environnement législatif a changé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des débats récents sur est-ce qu'on est prêt ou pas à sortir de l'état d'urgence. C'est parce que le contexte entre le moment où on l'a déclenché et aujourd'hui n'est plus le même, dans la mesure où on a... L'arsenal juridique n'est plus le même. L'arsenal juridique a changé. C'était l'argument de Jean-Jacques Urvoas. Il y a eu 3 lois. Une loi qui a fait évoluer les services de renseignement, 2 lois antiterroristes aussi, qui a donné beaucoup plus de moyens et aux forces de police et de gendarmerie et aux magistrats également. Donc évidemment, tout ça fait que nous ne sommes plus du tout dans le même environnement et pourtant nous restons, et la force, elle, de menace, la menace reste toujours aussi élevée, mais on se rend compte que on ne peut pas être absolument partout et qu'on ne peut pas prévenir, mais le risque zéro n'existe pas. Ce fameux risque zéro. Les autorités le disent en permanence, le maximum est fait, certes, mais le risque zéro n'existe pas en matière de terrorisme. Oui, tout à fait. Je rejoins effectivement ces mesures qui ont permis d'améliorer le système de lutte antiterroriste au niveau de l'État. Il faut rappeler aussi que ce qui permet de pouvoir diminuer le risque, c'est de former les primo-intervenants, que ce soit les agents de sécurité, les enseignants ou les lieux qui reçoivent du public. Donc les universités, Lyon 1, Paris 2 Assas, pour ne citer que cela, ont déjà développé en partenariat avec le ministère de l'Intérieur des formations dédiées pour permettre de former des gens à la compréhension de la radicalisation pour, par exemple, les acteurs publics, les assistantes sociales, tous les gens qui peuvent être confrontés à la détection, à ce niveau d'engagement sécuritaire, mais également sur les réponses sécuritaires qu'on peut apporter sur de la fonction, encore une fois, liée aux directions d'entreprise, comme la fonction directeur sûreté, responsable sécurité, pour que ces gens-là, parce qu'avant on avait tendance à recruter un ancien général, un ancien commissaire de police, il avait un bon carnet d'adresse, on le récupérait en entreprise, et puis on se disait on a un bon directeur sûreté. L'entreprise ou une entité publique a besoin d'avoir des gens formés, qui connaissent pas seulement le volet sécuritaire police ou gendarmerie, mais également les contraintes qui peuvent être liées à des lieux recevant du public, qui ne sont pas des enceintes militaires, mais avec une formation vraiment spécifique qui vient de modèles qui ont déjà eu des succès comme en Israël ou aux États-Unis. Et ça, c'est l'enjeu, c'est l'universitaire. Parce que pourquoi ? Parce que les enquêteurs, les policiers, les analystes, les agents de renseignement ont la tête dans le guidon. Lorsque vous êtes analyste en renseignement, vous arrivez le matin, vous avez je ne sais pas combien de mails, d'écoute, d'analyse à produire, des commandes que vous devez produire pour des décideurs. Et vous n'avez pas le temps de faire la stratégie ou déterminer, encore une fois, des plans pour le développement, par exemple, pour l'étude des vecteurs cryptés, on interroge quelqu'un, il y a des nouvelles méthodes qui sont développées. Donc le rapprochement université, encore une fois, avec l'aspect sécuritaire, c'est un cocktail qui peut être que positif. Et encore une fois, la résilience, avoir des gens qui peuvent justement savoir réagir à un moment T pour permettre de sauver des vies, c'est le secret. Parce qu'encore une fois, les agents du renseignement qu'il faut saluer ou les militaires ne peuvent pas être partout. Et donc c'est la population qui, elle, va être impliquée d'une manière ou d'une autre. C'est ou vous savez quoi faire, ou vous allez subir. Donc c'est la réalité. On va y revenir. Juste cette dernière information sur l'attentat de Londres. On en parlait, Vincent, on ignorait encore l'identité. Eh bien, la police britannique vient de donner l'identité de l'assaillant de Londres. Il s'appelle Khalid Massoud. Il a 52 ans. Voilà les seules informations dont on dispose. Mais un homme de plus de 50 ans, c'est peut-être le point qui peut retenir notre attention. Non, c'est le nom Massoud. C'est plutôt... Pardon de vous interrompre. Je vous en prie. Mais ça renvoie plutôt à la zone PAK, comme on dit, pakistano-afghane. Il y a beaucoup de Pakistanais en Grande-Bretagne. Et ce nom de Massoud, c'est évidemment un nom très ordinaire là-bas. Je parlais de l'âge, 52 ans. D'habitude, c'est des individus un peu plus jeunes qui mettent ce genre d'attaque. Il sort un peu du profil habituel. Oui, c'est vrai. Par rapport à l'âge, pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus simple de conditionner, de manipuler des jeunes qui sont en recherche d'identité, qui ont besoin d'avoir un combat qui leur ressemble, ou qui ont besoin de passer à l'acte, parce que, encore une fois, il y a le niveau social, la dimension sociale à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il est rare de se lever le matin avec un bon travail, une bonne petite amie, de rentrer partout et d'avoir une vie, j'allais dire, assez agréable, et de se dire, dans 2 jours, je vais aller commettre un attentat. Donc effectivement, l'emprise que peuvent avoir ces groupuscules, que ce soit sur des vecteurs dédiés tels qu'Internet, les réseaux sociaux, répondent quand même à un besoin d'information. Ces groupuscules terroristes travaillent sur le plan mental,
Pour les jeunes filles, ils s'intéressent souvent à leur proposer de l'aide humanitaire, à les sauver des enfants. Pour les autres, c'est à les défendre un islam qui est envahi par les Occidentaux. Donc, ils ont une vraie méthodologie en termes de conditionnement humain. Et donc, le fait d'avoir des gens de certain âge, ça peut peut-être correspondre, restons prudents, à des gens qui ont des problématiques personnelles ou psychologiques. Là aussi, l'enquête devra l'étayer. J'aimerais qu'on revienne à notre arsenal, aux moyens dont on dispose pour lutter contre ce terrorisme. On entend beaucoup de candidats nous parler d'un maillage de terrain, revenir au renseignement territorial. C'est par exemple ce que défend Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un de nos points de faiblesse, Vincent Hervouet ? Sans doute, je suis pas un praticien ni un professionnel de la question policière. Ce que je vois, c'est que en l'espace de 15 ans, vous avez eu 14 lois successives en France pour renforcer le renseignement. C'est toujours plus d'effectifs, toujours plus d'hommes, toujours plus de pouvoir aux différents services, avec des réorganisations régulières. On cherche à s'adapter à la menace. Et puis, parallèlement, à chaque fois que l'enquête aboutit, depuis l'affaire Mera, on se rend compte que les services connaissaient le bonhomme, comme aujourd'hui avec ce Mohamed Reban qui de Lens là, qui s'est fait connaître à Anvers. Même chose avec, on le verra avec ce Britannique qui a loué sa voiture à Birmingham. À chaque fois, donc, il avait été identifié, il avait été repéré, on le savait. On sait que c'était un type dangereux qui nourrissait une haine farouche du pays où il vit et où il est né. Et en même temps, on avait tout sous les yeux, mais on n'a pas compris, on n'a pas réussi à identifier et à prévenir le passage à l'acte. On n'a rien compris. Et on espère à chaque fois que ça ne se reproduira pas. Et donc, on se donne de nouveaux moyens. Et ce matin, Theresa May a annoncé, excusez du peu, que 1900 hommes allaient être formés comme experts en terrorisme, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, qu'il y aurait une enveloppe supplémentaire de combien ? 2,5 milliards, une somme considérable. Je sais que le renseignement britannique, c'est pas rien, hein. C'est une très grosse maison, avec une très grande expérience. Et les Français aimeraient bien en avoir autant, hein, même si on est fiers de ce qu'on fait. Il n'empêche que les Français, les services français aimeraient avoir les ressources et peut-être surtout la respectabilité des services britanniques. Donc, à chaque fois, on est pris de court, on sort l'arsenal juridique et en fait, on se retrouve gros gens comme devant. Parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que depuis Mohamed Merah, on sait que la menace, elle est parmi nous. Encore, avec les Kouachi Koulibaly, ils étaient allés se former à l'étranger, ils étaient allés faire un tour en Orient, dans l'Orient, où ils s'étaient un peu endurcis, ou en tout cas encanaillés. Il y avait quelque chose d'exotique. Mais là, les gens, ils débarquent pratiquement du métro d'à côté, du métro Bolivar, où ils arrivent de Lens, comme cet après-midi à Anvers, où ils arrivent de Birmingham, ils ont loué leur voiture à Birmingham, et ils déboulent à Londres. Donc ce sont des gens qui ont été élevés ici, qui connaissent parfaitement les usages. Ils n'arrivent pas de la planète Mars, ils arrivent directement du cœur de nos sociétés. Et pour vous donner raison, on a un peu plus d'éléments sur ce profil de Khalid Massoud dont je vous parlais. Il vivait depuis peu, il est né dans le Kent. Donc il est né en Angleterre. Il vivait depuis peu dans les West Midlands, nous dit la police anglaise, donc dans le centre de l'Angleterre, ne faisait l'objet d'aucune enquête en cours. Je découvre tout ça en même temps que vous, mais avait été inculpé à plusieurs reprises, notamment pour possession d'armes. Donc encore un profil d'un individu né en Angleterre et qui y vivait. Je repose ma question, est-ce qu'un maillage territorial, ça ne sert à rien pour les repérer ? Non mais attendez, la possession d'armes, a priori, vous pensez que c'est un collectionneur ? Je vous ai livré ça comme ça. Non, évidemment que non. C'est quelqu'un qui est quelque part déjà dans l'exercice de la violence. Et là, vous retrouvez un profil qui est quand même extraordinairement connu dans cette génération de terroristes-là. Pour répondre à votre question précisément, il faut comprendre quelque chose. Avant, les renseignements généraux avaient une supervision sur leur localité. Ils menaient eux-mêmes les priorités d'enquête. Ils avaient leurs sources et ils savaient où aller pour récupérer l'information. Donc ils avaient, si vous voulez, une autonomie opérationnelle. Les réformes successives des gouvernements de droite et de gauche ont donné la priorité aux renseignements techniques avec une supervision parisienne et dont les RT locales n'étaient que, si vous voulez, les vérificateurs de ce qui avait été décidé à Paris. Ce qui fait que ces décisions étaient liées au big data. Calvar a développé, en revenant d'Angleterre, il faut rappeler que le patron de la DGSI avait été en poste en Angleterre et donc avait amené avec lui cette expertise liée au big data, un peu à l'américaine,
où on allait surveiller le spectre haut, les échanges numériques, et donc vous aviez un analyste et à côté quelqu'un qui faisait des algorithmes. Et en fait, grosso modo, à travers l'échange numérique, vous rentriez dans le spectre radar, bien évidemment en prenant en compte aussi les sources humaines et les lieux surveillés. Mais quand vous avez des gens qui ne sont pas surveillés au départ, ou qui se créent une cellule eux-mêmes, qui n'ont pas de lien numérique, bancaire, téléphonie mobile, de géolocalisation, ils deviennent invisibles. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu cette capacité-là d'avoir des gens issus de l'immigration qui pouvaient infiltrer ces groupuscules. Au plus près d'eux. Bien évidemment. Et donc, cette capacité et cette autonomie qu'avait la RT à l'époque a disparu. Le gouvernement indique qu'il est en train de la recréer. Mais moi, j'ai des chiffres que je ne pourrais pas évoquer à la RT, c'est télévision. renseignements territoriaux. Voilà. La difficulté, c'est que dans certains services de renseignement, je peux vous dire que, sans trop dévoiler, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire de l'infiltration, qui peuvent être séduisants pour les terroristes ou qui peuvent créer ce qu'on appelle la bleuite, ça vient de la guerre d'Algérie, c'est faire croire aux terroristes que dès qu'ils recrutent quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un des services. Donc ça diminue un peu leur capacité de recrutement. Donc la difficulté, elle est là. Pourquoi ? Parce qu'avec l'affaire Mera, ça a fait peur. Les gens issus de l'immigration, c'est peut-être des agents doubles dans la tête des agences de renseignement. Il faut prendre en compte qu'ils ont très très peur d'être infiltrés. Et donc cette capacité à infiltrer ces groupuscules ne peut pas se faire avec des gens qui arrivent, Jean Dupuis, blond aux yeux bleus, je veux devenir djihadiste. Ça arrive, il y en a de ce type de profil, mais c'est difficile. Vincent Avouette. Il y a un bon nombre de militaires aujourd'hui qui travaillent sous l'uniforme, qui sont d'origine maghrébine ou africaine. Il y a toute une part de l'immigration qui est totalement intégrée à la société française. Donc, pardonnez-moi, mais l'histoire du renseignement territorial, on a l'impression qu'on parle de l'époque de Maigret. Aujourd'hui, il y a en France des zones entières, des quartiers où, à la nuit tombée, pas un policier ne mettrait les pieds. Donc le maillage, le contrôle que l'État exerce, que la puissance publique exerce sur toute une économie souterraine qui fait vivre combien de personnes, d'ailleurs, combien de personnes en France vivent de cette économie, notamment de la drogue ou de la revente, du vol, etc. C'est intéressant à savoir. Mais il y a une espèce de continent immergé comme ça, et on voit bien que le profil des apprentis terroristes ou des terroristes qui ont été neutralisés ces dernières années sont des gens qui étaient qui étaient familiers de cet univers. Et ça ne m'étonne pas que le terroriste de Birmingham de Londres d'hier ait été appréhendé pour possession d'armes. Je ne crois pas un instant qu'il était collectionneur d'armes anciennes. J'ai eu l'occasion de parler avec un responsable justement du renseignement territorial d'une certaine zone en France, que je ne citerai pas bien évidemment, et qui me disait, lors d'une conférence à la faculté de médecine, j'ai 1500 signalements. Je commence par qui ? Qui je mets sur écoute ? Combien d'agents j'envoie ? Sachant que quand vous envoyez un agent pour une vérification de filature, qui va durer 1 semaine, 2 semaines, c'est 14 personnes sur un individu pour ne pas se faire repérer. Donc, imaginez le volume d'agents qu'il faudrait mettre sur les 1500 signalements sur un département. Donc ça fait quoi ? Ça veut dire que c'est le risque zéro. Il faut aller au flair, à l'instinct sur quelques individus. Eux-mêmes, par rapport à ce qu'on leur donne comme directive, ils ne peuvent pas se passer de dire à leurs supérieurs, il était dans le spectre, on n'a pas pu le surveiller. Pourquoi ? Parce qu'il fallait arbitrer sur 22 cas. Là, on arrive à 1500 cas. Donc imaginez la difficulté. Donc il faut être réaliste sur leur capacité et la bonne volonté, parce que c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures. Ils sont les premiers conscients du risque, parce qu'ils suivent chaque jour au quotidien cette menace. Mais encore une fois, le maillage tel qu'il a été défait, qu'il est en train d'être reconstruit, c'est intéressant et que c'est nécessaire, bien évidemment. Alexandre Aguillet. Oui, mais justement, ce problème de maillage, les autorités s'en sont bien rendues compte qu'il y avait une vraie défaillance et un manque. On avait quand même perdu, justement, toute une partie de ces gens. Le spectre était devenu beaucoup trop haut et ils en ont eu conscience. Et il y a notamment le service central du renseignement territorial qui a quand même été mis en place et qui, chaque année, est en permanence renforcé. Le SCRT, c'est en 2008, c'était 1622 personnels du renseignement. Aujourd'hui, ils sont 2350. Donc, c'est un service qui monte en puissance pour essayer justement de refaire ce maillage territorial pour repartir sur le terrain pour et faire qui va continuer remonter. à monter, vous pensez ? Oui, bien sûr. De toute façon,
Il y a sur les 1100 recrutements sur 3 ans qui ont été annoncés suite aux attentats, il y en a 500 qui sont pour ce service-là, il y en a 500 autres qui sont pour la DGSI, il y en a 100 qui sont pour le service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de services de renseignement en France qui cohabitent. Mais donc oui, il y a une prise de conscience claire que ces attentats ont malheureusement cruellement révélé qu'on avait toute une catégorie de personnes qui passaient totalement en dessous du spectre des radars des renseignements. 360 000 crimes et délits en France chaque année. 360 000 crimes et délits chaque année en France. Oui. Voilà. Mais- C'est une estimation. Tout à fait. Ça donne une vague idée de l'ampleur de cet univers délictuel, délinquant, qui aujourd'hui prospère dans un pays où il y a un état de droit, où il y a un gouvernement, où il y a un ministre de l'Intérieur, on en a même eu 3 dans l'année, et où il y a des services de police, des renseignements, il y en a combien? Une dizaine. Ça donne du... Il y a du grain à moudre. Du travail, bien évidemment. Et Tout puis ne relève pas du renseignement. on peut parler aussi également du travail des douanes, des douaniers, qui se sont plaints régulièrement, là on l'a vu dans les médias, sur la perte d'effectifs. Parce que maintenant, on confie leur mission aux gendarmes qui sont aux frontières et qui ne sont pas forcément spécialisés ou contents de faire cette mission. Donc, par exemple, pour ne citer que la lutte antiterroriste à la DNRED, le renseignement des douanes, ils sont moins de 10. Moins de 10 pour vérifier les vecteurs du financement du terrorisme. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, ce que les politiques veulent faire communiquer et la réalité du terrain. Donc, ça ne se fait pas comme ça, une enquête douanière sur les financements du terrorisme. C'est-à-dire que là, je regarde un petit peu les programmes des différents candidats, sans tomber dans du politique de propagande. La réalité, c'est que les services de renseignement, en termes de moyens, le coût que ça va représenter, il va falloir à un moment donné regrouper un homme fort. Le coordonnateur national du renseignement, le CNR, ne peut plus être quelqu'un qui réunit les acteurs du renseignement, les directeurs d'agence pour prendre le café. On le sait pertinemment que, par exemple, la DGSE ne passait rarement par cette fonction parce qu'il y avait un lien privilégié entre le président Hollande et le patron de la DGSE. Donc, si vous voulez, quand vous êtes chef d'orchestre et que ça joue derrière vous, il est difficile d'être un bon chef d'orchestre. Donc, ce genre de choses-là, c'est renforcer ce moyen, mais également donner plus de moyens techniques. Mais qui dit plus de moyens techniques, c'est créer également ce qu'avait fait le président Hollande en annonçant la création de l'inspection des services. Pour l'instant, elle est sur le papier, mais elle ne contrôle pas grand-chose. Donc ça aussi, qui dit nouveau pouvoir, c'est contrôle supplémentaire. Et on continue de parler de ces questions, bien sûr. Sur LCI, on en parlera tout au long de la campagne, bien sûr, dans un instant, le prochain journal, et qui fera un point complet sur ce qui se passe et sur les derniers développements après l'attentat de Londres, et sur cet individu français, semble-t-il, arrêté à Anvers. Ça tout de suite.